Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, il sera question du projet Circonflexe Prêt pour bouger, qui est un programme de prêt d'équipement pour permettre aux gens de profiter des joies de l'hiver extérieur. On va en parler avec un représentant de la ville de Saint-Jean en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on va faire un bilan de la dernière session parlementaire à Québec et voir un peu ce qui s'en vient pour 2025 avec la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogmans, que je reçois. Bonjour, Mme Bogmans. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. D'abord, bonne année 2025. Merci, à vous aussi. Bon, on va faire une rétrospection, donc 2024, faire un bilan de session. Comment vous l'analysez, cette session-là, qui a été quand même fertile en rebondissement, là, autant au niveau local que provincial? Absolument. Bien là, on est dans le cœur des choses, en fait, parce qu'on était mi-mandat, en plein centre. Et puis, moi, ce qui a marqué, en fait, ce mandat-là, c'était vraiment... La session, en fait, c'est... ma participation. J'ai été choisie pour faire partie de la commission sur les effets des écrans et les jeunes. Et j'ai trouvé ça vraiment enrichissant comme personne de voir toute la complexité de l'enjeu. Et je pense que comme on rentre en janvier avec des nouvelles entrevues, mais aussi, après ça, on va s'asseoir autour de la table de manière transpartisane avec les commissaires pour pouvoir proposer nos recommandations, finalement. Puis je trouve que ça, à la base, c'est tellement un enjeu prenant dans notre société. Je trouve ça extrêmement motivant. Bon, plus que vous en parlez, on va en parler du dossier tout de suite. Oui. Donc, ça vient de où exactement? Parce que je pense qu'on a constaté que les jeunes passaient beaucoup trop de temps sur les écrans, que ce soit les tablettes ou les cellulaires, entre autres. Oui, bien, c'est un enjeu de société. De plus en plus, je pense qu'il n'y a pas un parent qui ne se pose pas la question. Là, aussitôt qu'ils ont accès à un écran, là, puis dans le temps, ça au recul, il y a plusieurs années, on a eu les mêmes questions par rapport à la télévision quand c'est apparu. Je pense que c'est sain comme société de se demander par où on va. On a eu, en fait, aussi une résolution de notre conseil jeunesse à Coalition Avenir Québec là, qui nous ont porté. Il y a eu d'autres partis aussi qui ont eu la discussion. C'est vraiment de manière transpartisane qu'on a décidé de faire ça parce qu'on est tous convaincus que pour la société, c'est un enjeu central parce que ça reste nos jeunes, notre fondement, tous les effets sur le physique, tout ce qui est aussi psychologique, mais aussi les relations entre nous, la partie sociale. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, et ça, il y a un rapport qui va être publié, j'imagine, au bout de la commission? On s'était tous entendus pour déposer quelque part au mois de mai, je crois, 2025. Donc, bon, on va attendre ça avec intérêt. Occupé. Donc, pour le comté maintenant, il y a deux projets importants là, qui ont été annoncés au cours des dernières semaines, dont un là, qui datait depuis plus de 20 ans. C'est le dossier de l'eau potable à Clarenceville. C'est maintenant réglé. Il y a 2 subventions, je pense, qui vont être octroyées pour ça. Je pense que là, ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens de la municipalité parce que c'est un dossier, comme je le mentionnais, là, qui date depuis plusieurs années. Exactement. Puis c'est une fierté d'y être parvenu là, avec les gens de la municipalité puis du ministère à la mi-mandat, finalement. Là. Donc, pour moi, c'est une grande, grande, grande fierté. Puis ça se fait juste si on le fait en équipe. Il n'y a pas d'autre solution. La vision de la municipalité, les programmes qu'on avait à disposition, là, vraiment, on a été capable d'arrimer tout ça. Puis aussi, comme gouvernement, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs petites municipalités dans le cas de Clarenceville qui ne pouvaient pas nécessairement débourser pour le service d'égout. Ça faisait une facture qui était beaucoup trop grande. Donc, on est arrivé là, avec la toute nouvelle mouture du fond bleu qui permet l'achat des fosses septiques dans des situations telles que Clarenceville. Ça vient changer la donne complètement. Donc, ils profitent d'un projet tout nouveau, tout neuf là, de support. Donc, on est vraiment fiers de faire partie des pionniers ici dans Iberville. Oui, c'est ça, parce que ça, c'était, je pense, une de vos priorités là, lorsque vous êtes entré en poste, je pense, de régler ce dossier-là le plus rapidement possible pour les gens de Clarenceville. Exactement. Bien, il y en avait été question là, la journée même où j'avais été nommée. Là, les questions tournaient à propos de ça, puis on s'était engagé là, à faire, en fait, moi, personnellement, là, à faire tout ce que je peux pour le régler. Donc, oui, on l'a fait main dans la main. Là, on est en processus d'appel d'offres, je pense, là, qui va puis ça va, je pense, se terminer au mois d'avril, là, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Oui, en janvier, les appels d'offres ouvraient. En avril, ça sera terminé. Puis après ça, j'imagine que ce sera là, à la municipalité puis aux citoyens là, de prendre la décision finale avec l'aide qui est sur la table. Deuxième annonce importante, et là, c'est l'arrivée d'une usine TBC Fabrication, donc dans le parc industriel d'Iberville. Ça aussi, c'est un dossier important parce que ça va créer des emplois, bien sûr. Oui, on est bien contents. C'est à peu près 35 emplois de très bonne qualité dans le parc industriel. Puis en fait, bien, ce qu'ils viennent faire, c'est un petit peu révolutionner l'industrie de la construction en termes d'électromécanique. Donc, c'est vraiment des petites unités modulaires, donc du préfabriqué, mais pour ce qui concerne, entre autres, ce qui est électronique, électrique et plomberie, ventilation, ces choses-là. C'est ça. Et d'ailleurs, le ministre Julien est venu faire une visite la semaine dernière des lieux, justement, parce
parce que le gouvernement est impliqué, bien sûr, dans le projet. Là. Oui, bien, c'est un petit peu plus que 6 millions là, qui a été octroyé à l'entreprise parce qu'ils vont vraiment dans la fine pointe de l'automatisation, non seulement du produit qu'ils livrent au final, mais de tout le processus de conception là, de A à Z. Ils sont dans les premiers au Québec à faire ça, si ce n'est pas les premiers au Québec à faire ça. Donc, on est chanceux, en effet, qu'ils soient à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis ils le disent eux-mêmes, là, qu'ils l'ont choisi de manière stratégique parce que Saint-Jean est dans une position très enviable géographiquement pour faire des affaires. Tout à fait. Bon. Il y a un dossier aussi, parce qu'on s'est parlé récemment, et c'est un dossier dont vous êtes très fiers, c'est la clinique de santé mobile qui est venue dans la région de Saint-Jean. Et ça, c'est une initiative que vous aviez présentée au ministre Carman et qui a vu le jour au cours de la dernière année. Oui, c'est la clinique mobile de l'air ouverte, donc dans le fond, l'ancienne clinique jeunesse, là, qu'on connaît peut-être un petit peu plus, qui se promène maintenant. Là. Donc, il y a vraiment des vrais professionnels de la santé qui circulent dans la mini-val, qui est vraiment conceptualisé avec l'aide du CIS, mais aussi de la Fondation du Haut-Richelieu pour recréer un milieu de vie, là, quelque chose de très sympathique où on peut s'asseoir autour d'une table et échanger là où les jeunes sont. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte que en fait, quand on vit à 30 minutes de Saint-Jean, 20 minutes, même si c'est 15 minutes d'auto, si on a un rendez-vous médical en haut de 14 ans, normalement, les parents sont au courant. Donc, on voulait s'assurer que les intervenants étaient là où les jeunes sont quand les jeunes sont prêts à s'ouvrir aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a un dossier important parce qu'il y a plusieurs entreprises de la région qui sont impliquées là-dedans, qui soulèvent un peu leur inquiétude. C'est tout le dossier des travailleurs étrangers temporaires, qui est un peu mal compris parce que les gens pensent que c'est des gens qui viennent, entre guillemets, voler le travail des gens, mais c'est pas tout à fait ça. J'imagine que vous êtes très concernés parce qu'il y a plusieurs entreprises du comté, j'imagine, qui sont touchées par ce problème-là. Oui, bien, en fait, on a pris le dossier vraiment, vraiment tôt, finalement. Puis, dès que M. Roberge a été choisi pour le ministère de l'Immigration. On s'était mis d'accord tous les deux pour qu'ils viennent faire une tournée dans Iberville, rencontrer les industriels, parce que moi, ultimement, mon travail, c'est de s'assurer que la réalité puis la vision des gens d'ici est représentée comme il faut à Québec. Donc, au mois d'octobre, là, il est venu puis il a rencontré des industriels dans leur milieu, mais aussi on a fait une table ronde pour échanger. Je crois qu'il est bien conscient de notre réalité particulière. Puis il est aussi revenu avec Louis Lemieux, là, à la Chambre de commerce locale, pour échanger sur l'idée. Donc, oui, on est très, très, très actifs. Et puis, on lâche pas. Moi, c'est un sujet que j'ai porté aussi là, à toutes les instances de caucus pour être certain, parce qu'on est quand même dans une situation particulière avec le RMR et le fait qu'on ne fasse pas partie de la CMM. Exact. On est vraiment dans une dualité. Puis, c'est important pour moi que tout le monde comprenne bien ça dans le plan. Global. En fait, c'est cette particularité-là que les industriels et les entreprises de la région veulent faire valoir parce qu'on n'a pas la même réalité ici que Montréal, par exemple, à ce niveau-là. Oui, exactement. C'est une mesure qui reste une mesure du fédéral, hein, après tout. Puis c'est pour ça qu'ils ont choisi le RMR, parce que c'est une donnée de Statistique Canada. Et puis c'est pour ça, de mon côté, au provincial, là, de s'assurer qu'on est entendu, là, que ce n'est pas quelque chose qui est la même chose, parce que je pense que le RMR, ça va pas loin de Sainte-Brigitte-d'Iberville. On peut dire qu'on est quand même loin de la banlieue de Montréal. Puis c'est une fierté. Et on est reconnu ici, Saint-Jean-sur-Richelieu, pour ne pas être une banlieue, mais bien une ville, dans le fond, qui est vraiment le centre urbain. Oui, c'est ça, de toutes les municipalités qui sont autour, là, plus rurales. Puis je pense que c'est une fierté, puis c'est important que ça soit pris en compte et bien représenté. D'ailleurs, le dossier sera traité la semaine prochaine avec M. Daniel Tremblay de Tremcar. Le Tremcar qui est un peu là, à la tête de tout le mouvement des entreprises de la région du Haut-Richelieu là, pour justement là, faire connaître la réalité de la région auprès du gouvernement fédéral, justement. Oui, puis c'est une entreprise, d'ailleurs, qui est très portée sur l'innovation, des gens qui prennent bien soin aussi. Tu sais, ils sont exemplaires dans leur usine-école qu'ils mettent sur pied. Ici, même à Iberville, ils ont un super projet d'automatisation, de robotisation qui sont super stimulants. Puis c'est par là qu'on veut que les entreprises québécoises aillent. J'ai vraiment la chance d'être capable de porter cette dualité-là, oui, de la productivité, du besoin de main-d'œuvre, de l'automatisation, puis comment on est capable de faire un arrimage qui fait du sens. Mais M. Tremblay fait certainement partie des pionniers ici à Saint-Jean. Oui, tout à fait. Vous avez parlé donc de votre rôle tantôt avec M. Roberge en tant qu'adjointe parlementaire, je pense. Oui, gouvernemental, oui. Oui, c'est ça. Peut-être vous parler un peu de ce rôle-là, parce que vous semblez très fier de ce rôle-là, de pouvoir justement là, apporter ou porter les dossiers à terme.
Oui, exactement, parce que finalement, comme député, on travaille énormément sur le local. Moi, j'ai 16 municipalités, là, vraiment, pour qui je peux porter la voix. Mais quand on tombe dans des sujets plus particuliers, bien là, on a la chance de porter notre regard sur l'ensemble de la province puis le bien qu'on est capable de faire ensemble. Puis c'est déjà un naturel pour moi, comme dans le cas de Clarenceville, mais dans bien d'autres. Le cas de l'aire ouverte mobile aussi. Il y en a eu une première mouture à cette île. Puis c'est dans le cadre de cette première mouture-là que j'avais demandé à M. Carman de dire, regardez, si ça existe là-bas, nous aussi, on en a besoin, malgré qu'on fasse partie de la Montérégie. On a des secteurs ruraux peu desservis, en grand besoin. Puis ça nous permet de travailler justement entre députés de région, de se concerter autour des enjeux, puis ce qu'il faut faire bouger davantage. Puis comme on est simple député, bien, on a le temps d'accorder pleinement notre attention sur ces dossiers-là. Je trouve ça passionnant. Et puis, les équipes ministérielles et les ministres ont une grande attention vraiment à notre écoute. Et j'ai l'impression, autant avec André Lamontagne qu'avec Jean-François Roberge, que notre opinion est importante, compte et est transmise à l'ensemble des équipes, et même dans leurs relations avec les gens. Puis ça, je trouve ça très motivant. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus près des dossiers qui peuvent être apportés principalement dans le comté quand vous travaillez en comité comme ça? Dans une commission comme ça? Ou Bien, de manière générale, en commission parlementaire, par exemple, si on sort des dossiers d'adjoints de manière traditionnelle, bien, on tombe toujours dans une première étape de consultation. C'est toujours le fun de savoir ce qui se passe chez nous, c'est quoi la réalité, d'être capable de poser la question aux intervenants nationaux. Ça, on le fait énormément en commission parlementaire, mais on a aussi toute la joute politique qui vient s'en mêler quand on est en commission. Et puis, tout le temps une question de clip aussi avec les partis d'opposition. Puis ça, c'est drôlement intéressant. Ça, je trouve que c'est deux mondes, le comté, la circonscription, le contact humain et les commissions parlementaires à Québec. Je trouve, en tout cas, moi, humainement, je ne le sens pas du tout de la même façon. Puis, je crois que c'est une des raisons de ce qui me rend si fière de participer à la commission transpartisane sur les écrans. C'est que c'est quelque chose d'assez unique en carrière d'avoir la chance de siéger sur une commission transpartisane où vraiment tout le monde se casse la tête pour trouver une solution qui va faire du sens pour tout le monde au Québec. Je pense que, ultimement, c'est ça la politique, c'est ce qui résonne auprès des gens. Oui. Vous êtes revenu sur la commission sur les écrans. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous avez fait une tournée des écoles de la région au cours des dernières heures? Bien, j'ai décidé de faire cette tournée-là vraiment en tant que députée parce que oui, je siège sur cette commission-là. Il y a eu une tournée nationale, mais je trouvais que comme député, c'était la base d'aller rencontrer les différents concepts aussi qu'on représente ici. Donc, j'ai demandé au centre de services scolaires puis aux différentes directions s'ils désiraient m'accueillir. D'ailleurs, je n'ai que des éloges à faire au centre de services scolaires qui a arrangé avec nous une très, très belle tournée. C'est le contact humain qui est le plus gratifiant. Puis c'est avec les exemples. Puis ce qui ressort le plus, peu importe où on est et à qui on parle, chez les jeunes, c'est l'exemplarité du parent puis de l'adulte. À quel point ils nous disent, nous, on fait ça, mais nos parents aussi, ils le font. Puis peut-être même qu'ils font plus d'heures que nous. Fait que je vous invite tous à aller regarder là, dans les systèmes, dans notre téléphone, les programmes. On est vraiment capable d'aller voir le nombre d'écrans qu'on voit. Puis même, c'est catégorisé par éléments. Est-ce que c'est les médias sociaux? Est-ce que c'est la productivité, le travail? Est-ce que c'est les jeux? Puis ça amène, en tout cas, un certain regard, une prise de conscience. Puis je pense que c'est à nous d'agir avant tout. Oui, je vous dirais qu'effectivement, je suis un bon exemple à ne pas suivre pour les écrans. Alors... Bien, c'est tellement interrelié avec toutes les sphères de notre vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va rester dans le domaine de l'éducation parce que vous avez été également à l'origine de projets de l'aide, en fait, de projets pilotes pour l'aide à la classe. Il y a eu des projets pilotes et c'est un projet là, qui prend de plus en plus d'importance dans les écoles de la province. Oui, bien, on est bien content parce que depuis le début là, septembre, notamment la rentrée cette année, c'est généralisé partout au Québec. Là, il y a des aides à la classe. Mais on avait eu 2 projets pilotes ici dans Iberville qui étaient l'école de Capitaine Luc Fortin et Jean 23 à Ange-Gardien, donc Saint-Sébastien, Henryville et Ange-Gardien. Puis on est content d'avoir pu faire la preuve que ça fait la différence parce que pour les enfants, l'attachement, la relation, bien répondre, puis aussi pour le professeur de savoir qu'ils peuvent compter sur un autre adulte en classe, je pense que c'est essentiel. C'est un bel acquis. Puis le rôle de cette personne-là exactement en classe, c'est quoi pour l'aide à la classe? C'est un appui au professeur?
Exactement. C'est un appui au professeur. C'est un autre adulte qui, pendant que le professeur enseigne, bien, peut répondre aux besoins des élèves, que ce soit d'aller aux toilettes, d'avoir soif, le crayon, n'importe quoi. On sait, surtout au primaire, la quantité de petits besoins. Gérer la discipline à l'intérieur de la classe aussi, ça peut aider. Oui, c'est ça. Tout ce qui n'est pas, finalement, la tâche scolaire, le professionnalisme, puis je pense que c'est essentiel. Exactement. Bon. Votre rôle de député vous amène aussi à voyager parce que vous avez été à Washington tout récemment pour une formation, je pense, sur l'énergie. Peut-être nous en parler un petit peu? Oui, bien, je trouve que l'énergie au Québec, c'est central. On en entend parler beaucoup aussi. Les Québécois ont une fierté aussi. Il y a une opinion sur Hydro-Québec qui est important à prendre en compte. Puis je trouve qu'on est situé... On est dans une situation absolument particulière partout en Amérique. On a des opportunités qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Puis on a vraiment une situation qui est totalement différente. Puis d'échanger avec les autres provinces canadiennes et les États-Unis sur quelles sont toutes les options, pourquoi eux, ils ont un portefeuille comme ceci, par exemple, avec une certaine partie de charbon ou d'huile même, de gaz naturel. Pourquoi leur portefeuille énergétique est d'une telle façon? Leur façon de produire l'énergie, oui, c'est ça. Exactement, et que nous, au Québec, on est complètement ailleurs, que notre hydroélectricité est reconnue comme verte, parce que ce pas toutes les hydroélectricités qui sont reconnues comme telles. Bien là, on se rend compte à quel point on est dans une position importante pour notre développement économique, mais aussi pour les relations internationales. Puis je trouve que dans un contexte comme on est en ce moment, où c'est beaucoup plus tendu avec nos voisins, bien, de miser sur nos forces, bien comprendre nos forces, bien comprendre aussi de l'autre côté de la table qu'est-ce qui se passe, c'est une grande, grande plus-value. Ça me permet aussi de bien comprendre l'ensemble des besoins citoyens, bien entendu. Le commerce de détail, l'industriel, l'agricole ont tous des besoins qui sont complètement différents, d'autant plus en région avec le triphasé et tout ça, mais toutes les nouvelles technologies qui sont à disposition d'autonomie, aussi de production, d'autoproduction. C'est drôlement intéressant. Je pense qu'on doit miser un petit peu plus là-dessus. Donc, voilà, c'est une belle opportunité que j'ai eue de collaborer et de tisser des liens à l'international qui peuvent être très utiles dans le contexte actuel. Tout à fait. Il nous reste une minute. Peut-être se projeter sur 2025. Est-ce que vous avez des plans? Qu'est-ce que vous vous attendez pour 2025? Oui, bien en fait, moi j'ai commencé avec le dossier du bien-être animal des animaux de compagnie en politique avec André Lamontagne au ministère de l'Agriculture. J'ai fait des recommandations il y a presque un an de ça. Et puis avec le ministère, on a travaillé vraiment à l'élaboration d'un plan concret qui pouvait répondre aux attentes des premiers acteurs du milieu sur lequel on s'était concentré. Donc, on va présenter une mouture là, au courant de l'année 2025 de ça. Donc, c'est vraiment une grande étape. Ce n'est pas la fin en soi, parce qu'en fait, c'est le début de quelque chose de nouveau. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est quand même un accomplissement d'y être arrivé. Avec Jean-François Robert, j'ai beaucoup de représentations en immigration, d'aller rencontrer les divers groupes un petit peu partout en province pour comprendre la réalité et être capable de bien se positionner au Québec, parce qu'on est aussi teinté de la vision des pays qui nous entourent, de notre propre immigration. Je trouve ça très motivant. Puis ça aussi, c'est une des façons qui définit le Québec de demain. C'est les gens qui viennent s'y installer. Puis je pense que à la base, c'est tous des gens. C'est essentiel. Puis plus qu'on est sur le terrain, plus qu'on ressent ça, l'humanité derrière l'immigration. Donc, c'est très, très, très enrichissant personnellement. Puis je pense que ça... Je le disais un peu tantôt, ce qui me passionne, moi, c'est le terrain. Puis ça met en reflet là, où on peut s'améliorer ici, puis au contraire, on peut inspirer puis propager. On prend un exemple. Mme Bogmans, merci beaucoup de vous être prêtée à l'entrevue. On vous souhaite une bonne année 2025 et au plaisir de se reparler plus tard pour parler de d'autres projets qui touchent la région. Avec plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, on fait une courte pause et tout de suite après, on parle du projet Circonflexe Prêt pour bouger. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, première de Sport Express 2025. Oui, on parle des oursons de PML avec Vincent Huard et Dominique Boucher. En deuxième partie, l'informateur joannais William Julien est avec nous. Manquez pas ça. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Ciao,
Maintenant, vous donnez aux amputés de guerre. Vous aidez les enfants comme moi. Merci. En décembre dernier, la Ville de Saint-Jean a annoncé un intéressant projet. C'est le projet Circonflexe Prêt pour bouger. C'est un service de prêt d'équipement. Et pour nous en parler, on a M. André Marquis, là, qui est superviseur location et surveillant de plateau pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, M. Marquis. Bonjour. Mais parlez-nous en détail de ce projet-là. Donc, je parlais de prêt d'équipement, mais ça s'adresse à qui exactement? En fait, ça s'adresse à tout le monde. Pour faire la genèse, là, c'est le gouvernement du Québec qui avait mandaté les unités régionales de loisirs d'évaluer des projets pour offrir des subventions. Donc, la Ville, on a déposé, conjointement avec la garnison Saint-Jean, on a déposé un projet pour équiper nos sites de ski de fond, de raquettes et de patins. C'est 50 000 $ qui ont été octroyés là, à la Ville de Saint-Jean et à la garnison pour faire l'inventaire, pour implanter le système. Puis, ben, en fait, tous les gens peuvent se présenter, que ce soit au club de golf pour les skis de fond et raquettes ou au centre de plein air Ronald-Beauregard, où il y a le sentier glacé, pour le prêt de patins, tout à fait gratuitement. Donc, les gens n'ont qu'à se présenter à ces deux sites-là, peuvent demander l'équipement nécessaire pour pratiquer leur sport favori, dans le fond. Exact. En échange d'une pièce d'identité, tout simplement. Et puis, c'est 100% gratuit. Bon. L'équipement vient de où exactement? C'est la garnison, je pense, qui s'implique de ça? Oui, la garnison et la Ville. On a travaillé conjointement pour faire l'acquisition de ces équipements-là. Et on a acheté là, des équipements flambant neufs là, pour nos sites. Et puis, la garnison offre aussi, de leur côté, là, des équipements de plein air pour ça. Ouais. Je sais qu'il y a eu un redout dans le temps des fêtes, là, mais le projet a été lancé un peu avant le temps des fêtes et là se poursuit. Est-ce qu'on a déjà là, un bilan ou des réactions des gens là-dessus? Oui, les réactions sont super bonnes. On a commencé le 11 janvier avec le ski de fond. Et puis le 12 avec les patins. Déjà, une première fin de semaine s'est écoulée. Et puis, on dénombre près de 200 prêts de ski et raquettes pour le club de golf. Et en une seule journée, une trentaine de prêts de patins déjà au centre de plein air. Donc, c'est un départ qui est un succès, puis les gens sont emballés. Parce que j'imagine que ce projet-là, avec ce projet-là, on souhaite que les gens fassent plus de sport. Peut-être que c'est pour inciter des gens qui n'ont pas nécessairement l'équipement nécessaire à profiter des joies de l'hiver. Oui, l'objectif, c'est d'offrir à des gens à moindre coût, voire à coût nul, la possibilité d'offrir, de participer ou de pratiquer plutôt un sport, que ce soit le patin, que ce soit le ski de fond ou la raquette, et puis que ce soit accessible à toute la famille. Puis des fois, maintenant, avec les jeunes qui grandissent tellement vite, on se dit, bon, mais est-ce que ça vaut la peine que j'achète un équipement de ski quand, on le sait, là, l'hiver est capricieux? Est-ce que j'achète un équipement de ski puis on va en faire une fois ou pas du tout? Donc, dans ce cas-ci, on se présente, puis on a de l'équipement gratuitement. Puis, c'est ça. Je sais qu'on est au premier balbutiement de ce projet-là, mais est-ce que ça pourrait s'étendre à d'autres sites éventuellement? Bien, c'est sûr que le projet Circonflexe, c'est un projet qui est là encore. On pourrait redéposer une demande de subvention dans les années futures selon le besoin. Est-ce qu'on pourrait aller avec d'autres types aussi d'équipements? C'est sûr que ça pourrait être possible, oui. Bon. On va profiter de votre passage pour parler un peu de l'offre hivernale qui est faite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, là, on parle de 2 sites près d'équipement, mais les gens peuvent utiliser plein de sites à Saint-Jean-sur-Richelieu. Peut-être faire un peu là, le tour de ce que les gens peuvent pratiquer là, en saison hivernale. Bien, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a 16 patinoires extérieures, patinoires de quartier. Comme on est habitué de les voir avec les bandes et les buts. On a un sentier glacé, on en a parlé un peu plus tôt, le centre de plein air Ronald-Beauregard. 2 buts à glisser, une qui se trouve au complexe multisport Bleury ou le Mille Roches, qui est connu, qui est mieux connu, exact. Et puis, il y a le parc Yvan Roy là, qui est près des Halles, qui a aussi une autre butte à glisser de ce côté-là. Bon. Et puis, le ski de fond au club de golf. Puis évidemment, là, je pense que les gens peuvent aller sur le site de la Ville pour savoir l'état des lieux, pour voir s'ils peuvent aller pratiquer leur sport chaque jour, pour savoir là, un peu comment est l'état de la situation. Exactement, sous l'onglet loisirs, là, vous allez voir, là, il y a un lien à cliquer là, pour état des sites hivernaux. Puis c'est un tableau qui donne toutes les informations. Parfait. Puis il y a un autre projet aussi qui s'en vient. Là, c'est un projet qui va remplacer l'aréna municipale. C'est un projet de patinoire réfrigérée, je pense. Oui, en fait, on a eu
Avec les changements climatiques, c'est de plus en plus difficile de garder des patinoires extérieures en opération. Les dernières années, là, ça se comptait en dizaines de jours d'opération. Donc, on a tablé sur un projet de patinoire couverte réfrigérée, comme on voit de plus en plus dans d'autres municipalités. Et on a eu la chance d'obtenir une subvention du provincial à hauteur de 5 millions pour réaliser le projet qui devrait, si tout va bien, voir le jour là, autour de 2027. Donc, en fait, est-ce que c'est une patinoire simplement pour les gens qui veulent patiner? Est-ce qu'il va y avoir des... Je pose la question, mais est-ce qu'il va y avoir des estrades? Est-ce qu'il va y avoir des gradins? Ou c'est simplement pour pratiquer le patinage? Je n'ai pas vu encore les plans de réalisation. Il y aura une salle communautaire. Maintenant, tout ce qui est autour de la patinoire, de ce côté-là, là, je n'ai pas vu les plans. Mais essentiellement, ce qu'on souhaite faire, c'est revaloriser le site de l'aréna actuel pour créer un site qu'on va pouvoir utiliser 3 mois par année là, en termes de sport de glace. Vous parliez des changements climatiques. Là. Je reviens sur les installations de la ville. J'imagine que ça devient de plus en plus difficile là, d'entretenir les sites. Ça doit quand même amener une gestion supplémentaire. Là, C'est au quotidien. Pour vous donner une idée, là, avant et pendant la période des fêtes, on avait à peu près toutes les patinoires qui étaient en opération. Et on se souviendra, là, autour du 28-29 décembre, on a eu de la pluie, on a dû recommencer à zéro. On est chanceux, on va toucher du bois. Là, en ce moment, Dame Nature nous donne un répit, ce qui permet aux gens d'aller fouler les glaces, mais on n'est pas à l'abri d'un redout, puis on va devoir recommencer. Donc oui, c'est effectivement très difficile, mais les équipes municipales et de travaux publics travaillent très, très fort pour qu'on ait la meilleure qualité possible. Donc, c'est de bon augure quand même. Encore là, même chose pour connaître l'état. Là, c'est les gens qui veulent pratiquer un sport ou une activité peuvent aller sur le site de la ville et voir là, tous les endroits où on peut pratiquer les sports d'hiver. Exact. Et pour avoir plus d'informations sur le projet Circonflexe, ils peuvent aussi aller sur le site sjsr.ca/pré-équipement. Donc, à ce moment-là, il y a toutes les informations en lien avec le projet Circonflexe. En tout cas, c'est un très beau projet. Puis je pense que ça va permettre justement à plus de gens d'avoir accès à ces sports-là. Parce que vous l'avez mentionné, ce n'est pas tout le monde qui peut s'acheter des équipements ou pratiquer, surtout quand on va faire du patin ou quelque chose comme ça. Ça peut comme, coûter cher. Hein? Exact. On vise l'accessibilité pour le plus grand nombre. M. Marquis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, ça met un terme à cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, Madame et Messieurs. Au revoir.